Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Hôtel de Ville. Merci de votre présence ce soir à l'occasion d'une conférence qui est organisée par la ville et le CAUE et pour laquelle nous avons comme invité d'honneur Madame Lavagno. Et donc il s'agit pour elle de parler de la ville relationnelle et finalement l'exemple, le support qui lui a paru intéressant de travailler ce soir, c'est notre place du 11 novembre. Voilà, le projet de mandat, et que nous avons porté en campagne, porté pendant ces premières années autour du maire, de Florian Bercot, qui demande d'être excusé ce soir. Donc vous avez dans l'actualité, vous savez qu'il y a le salon des maires et qu'il représente Laval là-bas, à la capitale. Et donc il est évidemment très attaché à cette soirée, au fait que la ville se transforme, ce cœur de ville se modifie complètement quand c'est un projet ancien, puisque toute une concertation s'était passée sous le mandat précédent. Nous avons repris, retravaillé bien sûr, mais si vous vous souvenez, quand en 2020, les voitures étaient à l'ombre sous les arbres, et puis les piétons passaient de trottoir en trottoir, en chaussée, et voilà, donc on avait une place qui était aussi très artificialisée, très enrobée, très goudronnée. Donc cette place est devenue un chantier, parfois un peu pénible à vivre, mais qui a évolué constamment, fascinant par l'archéologie. On a vu les gens s'arrêter, venir aux conférences, venir aux ateliers, il y a eu un travail considérable de relation, de redécouverte du cœur de ville par les habitants de cette ville qui est en dessous de nous, sur laquelle nous continuons de bâtir la nôtre. Et puis il a été question aussi des futures plantations. On a vu toute la communication, les bâches qui nous disaient ici il va y avoir un jardin de pluie, ici il va y avoir des arbres, ici il va y avoir une fontaine, des jets d'eau. Et progressivement la place s'est désimperméabilisée. Les grands espaces vont être dégagés pour les piétons, les événements, tout un mode de relation. Et puis les halles qui se construisent, halles gourmandes. Nous savons que nous sommes dans un territoire attaché à la gastronomie, à une production, à de l'élevage, à du laitier, du boucher ou du charcutier, des fruits, des légumes. Donc, on a une relation à l'alimentaire qui est importante, et ça fait partie des points de convivialité où on va se rassembler autour de temps de repas, d'apéritifs partagés, de goûter, etc. Donc il y avait toute cette intention-là dans le travail sur la place, mais Madame Lavagno va en parler beaucoup mieux que moi, de son point de vue savant aussi, qui peut mettre cette place en relation avec d'autres espaces. Nous vivons de notre point de vue, à notre échelle, et puis on va mettre cela en perspective. Et puis dans cette démarche de convivialité, je vous convie bien volontiers aux inaugurations. Donc 30 novembre,
C'est le square, le secteur du manège, le square des droits de l'enfant. Donc, voilà, un temps important, symbolique. On a un parvis des droits de l'homme derrière, on a les droits de l'enfant entre l'hôtel de ville et la rivière. C'est essentiel en termes de symbole pour nous. Donc, et puis, toute la fin du mois de juin, globalement la dernière semaine de juin, avec l'inauguration des halles et de la place dans son ensemble. Entre-temps, les arbres vont être fleuris. Voilà. Merci à tous. Bonsoir. Donc je vais dire 2 mots juste avant de passer la parole à Sonia, parce que vous êtes toutes venues voir Sonia et pas le CAE ou d'autres personnes, mais merci à la ville de Laval de nous accueillir. Merci aussi pour avoir, en fait c'est par Clarisse Dir, donc, qui est directrice de la lecture publique et du patrimoine, qui nous a demandé peut-être d'accompagner la ville avec ce sujet. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de rencontrer Sonia Lavadino sur ce sujet qui est important sur les espaces publics et sur la vie fonctionnelle à la vie relationnelle. Je vais passer très vite, du coup, ça c'est juste pour dire voilà, dans quel cadre s'est organisée cette soirée. Et puis, l'émission du CAE, c'est... en fait, le CAE, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Mayenne. Mais voilà, vous pouvez aller voir notre site pour ceux qui ne nous connaissent pas, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de la Mayenne. Vous faites caue53.com et vous retrouverez sur Internet plein de choses sur nous. Et vous verrez qu'on est présent sur... par exemple, cette soirée va être captée et vous pourrez suivre, pour ceux qui ne sont pas là, qui vous ont dit on aurait voulu être là, ils pourront suivre sur le site, retrouver cette soirée. Nous sommes en bas de la Scomane, avant d'arriver à la Mayenne, près du viaduc. Une petite équipe et presque toutes les personnes de l'équipe sont là ce soir du CAE. C'est une équipe architecte, urbaniste, paysagiste et support aussi. Donc, voilà, on aura d'autres lieux, d'autres événements, vous pourrez les suivre aussi sur notre site, je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus, je vais surtout vous présenter Sonia, dire 2 mots sur qui est Sonia Lavadino et puis lui passer la parole. Alors, Sonia, c'est une anthropologue urbaine et géographe qui est suisse et qui a un bureau d'études spécialisé sur la mobilité, les prospectives et le développement territorial durable, qui s'appelle P-Fluide, depuis une quinzaine d'années, on va dire. Et c'est quelqu'un qui est reconnu internationalement pour tout ce qui est du coup sur les espaces publics et d'une façon de raconter qui paraît du bon sens, mais qui est aussi de manière à penser au bien-être, à la vitalité économique, etc. C'est une chercheuse encore, qui a aussi été pendant quelques années à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, mais aussi à l'Université de Genève et puis à Lyon. Donc toujours un rôle entre le monde, on va dire, de la réflexion, mais aussi opérationnel, donc, qui est connu dans beaucoup de villes ou de territoires en France. Moi, j'ai connu Sonia Lavadino à travers des projets dans l'Oise et en Picardie ou dans les Hauts-de-France. Et ces travaux vont, après je ne vais pas rentrer trop dans le propos de Sonia parce qu'elle va bien nous le montrer et nous le dire, mais c'est assez intéressant et vous pourrez retrouver, on retrouve des livres parce que Sonia a écrit aussi et du coup on peut retrouver des livres qu'on peut acheter donc sur internet et vous pourrez les commander s'ils ne sont pas en librairie ici. Et ce qu'on a prévu, c'est que la conférence s'arrête à peu près vers 19h30 et que vous êtes invités après autour d'un verre pour continuer à discuter avec Sonia et Sonia partira à 20h. Voilà. Merci à vous d'être là.
Merci pour votre accueil, ça me fait super plaisir d'être ici et d'avoir déjà mis mes pieds dans la boue. C'est toujours génial quand on est en ville, pouvoir mettre les pieds dans la boue, ça n'arrive pas souvent. Et là, comme on a eu l'occasion de faire la visite de chantier sous cette pluie battante, du coup c'était vraiment extraordinaire avec les casques à la peau, j'en ai encore des traces. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à tout quand on est en ville. Et c'est super de voir cette place. Surtout, j'ai mieux compris à quel point cette place, c'est aussi finalement votre lien à la rivière. Hein, c'est votre lien au fondement du territoire, d'une certaine façon. Hein, c'est pas pour rien finalement que c'était pas la Mayenne. Je crois qu'il y a une façon de tenir le micro. Ça capte. Donc, ça résonne bien avec peut-être 2-3 éléments. Le premier, vous voyez là cette image qui vient de Copenhague, hein, qui est intéressante à plus d'un titre, le Sandars Boulevard, en face d'une église qui s'appelle Absalon, qui a été complètement refaite par d'ailleurs le fondateur de Flying Tiger. Vous connaissez sans doute les magasins Flying Tiger, il y en a un peu partout en France maintenant. Et il y a plusieurs choses sur cette photo qui sont intéressantes à relever. La première chose, c'est la désimperméabilisation. C'était précédemment du rail, ensuite c'était de la route, grand boulevard, plein de voitures, plein de stationnements. On est bien dans cette logique qu'on a connue partout de la ville fonctionnelle. Et on essaie de donner finalement une nouvelle vie, une nouvelle façon d'interagir en ville. Aussi donner plus de place. C'est pas pour rien que la chose centrale qu'on voit dans cette photo, c'est la poussette. C'est la possibilité pour ce bébé de pouvoir être carrément par terre, toucher la terre. C'est quelque chose qui a l'air fondamental quand je vous le dis comme ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui on a une situation dans laquelle les enfants en France, je le tiens de l'ex-directeur de Groupama qui, comme vous le savez, détient beaucoup de forêts. J'étais l'autre jour dans une conférence où il a partagé une statistique un peu affolante sur le fait que les enfants français en moyenne aujourd'hui vont en forêt tous les 5 ans seulement, alors que précédemment c'était tous les ans ou plusieurs fois par an. C'est peut-être pas le cas ici chez vous en moyenne, peut-être que vous avez la chance d'avoir des enfants qui vont plus souvent, mais c'est pour vous dire aussi à quel point notre contact avec le vivant est de plus en plus lointain. Et donc c'est important de pouvoir faire ce lien avec le vivant. Donc il y a 3 aspects que je vais développer dans cette question de la ville relationnelle. 3 grands piliers, on va dire, du relationnel. Comment on rentre en relation. Tout d'abord, il faut rentrer en relation avec nous-mêmes, avec notre propre corps, avec notre propre esprit. Donc, cette idée qu'on a tous, qu'on connaît tous, qu'on est beaucoup trop sur nos écrans, quels qu'ils soient, qu'on est beaucoup trop, disons, éloigné de notre être biologique, si vous voulez. Je rappelle juste qu'on est tous bipèdes, qu'on est tous biologiques, qu'on a tous des estomacs, ça on va s'en souvenir tout à l'heure pour l'apéro, sans doute. Mais il y a ce besoin de renouer avec notre propre corps. Et c'est particulièrement important pour les enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une étude faite au Royaume-Uni en 2016 déjà a montré que les enfants au Royaume-Uni passent moins de temps dehors qu'un prisonnier qui est en prison. Un prisonnier qui est en prison a le droit légal d'être à l'extérieur pendant 1 heure et de bouger son corps pendant 1 heure. C'est un droit légal quand vous êtes en prison. Et les enfants aujourd'hui sont en dessous de ça. Donc il faut bien comprendre qu'on enferme nos enfants en prison tous les jours en fait, si vous regardez bien, tout simplement parce qu'on leur donne tout simplement pas le droit de pouvoir jouer dehors, de pouvoir être dehors, de pouvoir bouger leur propre corps en mouvement. Et donc cette statistique n'est pas que le Royaume-Uni, vous pensez bien, c'est quelque chose qui touche toute l'Europe, qui touche aussi la France. Et donc c'est important qu'on puisse très largement faire marche arrière. Et vous pensez bien que ce n'est pas que les enfants, c'est vraiment nous tous. On est tous en prison d'une certaine façon. Nous tous, on ne s'accorde pas ce droit simple
pourtant, qui est de pouvoir passer du temps dehors. Il est donc urgent aussi, deuxième pilier de ce triptyque relationnel, c'est renouer avec le vivant, avec un vivant de proximité aussi, un vivant qui est proche de nous, qui est, je dirais, vous tombez dessus en marchant simplement, en sortant de chez vous ou en allant au travail. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin d'aller en forêt ou d'aller à la plage ou d'aller à la mer ou d'aller en montagne. Non, enfin, moi je viens de Suisse, évidemment nous en Suisse, comme on est à fond dans les Alpes, on a des montagnes en voiture, voilà, on a des rivières, on a que ça, on est d'ailleurs inondé constamment, et c'est tant mieux d'une certaine façon, j'aurais envie de vous dire, parce que la nature, chez nous, elle est sur le pas de la porte, et c'est quelque chose qui est important de pouvoir renouer avec ce vivant de proximité, ce vivant où vous n'avez pas besoin de faire des gros détours, vous n'avez pas besoin de partir en vacances, vous n'avez pas besoin de prendre le week-end, il est là, à côté de vous, et tous les jours, vous y avez accès. Et ça fait partie des types d'opérations comme celle que vous êtes en train de faire ici, renouer avec la Mayenne, renouer avec le bord de l'eau, renouer plus largement avec ces vivants, en désimperméabilisant, en mettant en place des jardins de pluie. C'est évidemment des choses qui vont dans ce sens et permettent aux gens aussi de se réapproprier un climat qu'on considère beaucoup trop souvent comme hostile et comme difficile, alors que parfois c'est plus comment on peut être en lien avec, comment on peut rentrer en relation avec ce climat, même quand il est un peu dur, je dirais. Et plus on aura la capacité de rentrer en relation avec le fait qu'on ait des cheveux au vent, le fait qu'on puisse être notre corps exposé aux éléments. On passe aujourd'hui beaucoup trop de temps, comme vous le savez, dans la ville du dedans, et il est assez urgent qu'on puisse passer plus de temps dans la ville du dehors, je vais y revenir. Donc du coup, le troisième élément, évidemment, de ce triptyque, ben, ça va être ce slide qui montre à quel point c'est important qu'on puisse renouer avec les autres. Les autres, ceux qui vous sont proches, ceux qui sont vraiment les plus proches de vous, mais aussi ceux qui vous sont moins proches, hein, vos voisins, des personnes que vous connaissez à peine, des personnes que vous croisez dans le bus, sur une place, hein, toutes ces personnes qui se frottent à vous, vous vous frottez à eux, vous ne les connaissez pas forcément, mais c'est ce qu'on appelle la force des liens faibles, hein, le fait qu'on puisse finalement cohabiter tous ensemble, bien qu'on ne se connaisse pas forcément. Il faut savoir qu'en France, la question de l'isolement prend des proportions de mesurer. On a aujourd'hui 5 millions de Français qui sont isolés, qui sont en état de solitude. Ça ne touche pas que des personnes âgées, ça ne touche pas que des personnes veuves, ça touche des gens dans tous les cycles de vie, y compris des jeunes, même très jeunes. On l'a vu pendant la période Covid et post, que c'est quelque chose qui peut nous toucher à n'importe quel instant, lié à une décohabitation, lié à une phase de la vie dans laquelle on peut, à un moment donné, se retrouver seul. Et la solitude tue autant le risque d'une attaque cardiaque, par exemple, est aussi important, le fait d'être seul, que le fait de boire ou d'être en obésité. C'est en fait un facteur de risque qui est aussi important que le fait de fumer ou de boire. Et on a tendance à ne pas le penser, parce qu'on se dit, être seul, ça tue pas. Ben non, ça tue largement, de fait. Physiquement, ça tue. Et c'est important de s'en rendre compte. Évidemment, c'est indirect, mais c'est donc cette question de la santé mentale, comme vous le savez, qui aujourd'hui monte beaucoup, et je vais d'ailleurs aller ouvrir le colloque à Montréal sur les rencontres de la santé, va être beaucoup là-dessus, sur cette question de comment peut-on lutter contre cet isolement. Donc ça pour vous dire que ces trois choses sont liées, qu'on ne peut pas être en lien avec les autres si on n'est pas d'abord déjà bien en lien avec soi-même, et qu'on ne peut pas non plus être bien en lien avec soi-même, avec les autres, si on n'est pas bien en lien avec le vivant. Et donc pour ça, nous, on a théorisé, écrit, en effet, beaucoup, avec mes collègues, la façon dont on pourrait multiplier en ville les opportunités pour qu'on puisse être en lien. Et ça veut dire qu'il faut beaucoup fabriquer des espaces que j'appelle mielleux, dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que c'est qu'un espace mielleux? Là, c'est un espace où quand vous marchez,
vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tellement collés comme le miel, hein, vous avez vu le miel, vous le mettez partout, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser en fait. Et ces espaces mielleux, ce sont des espaces où vraiment, quand on est là, on a vraiment envie de rester là. On n'a pas envie de partir. Hein. Précédemment ici, m'a-t-on dit, cette place, c'était un parking. Vous arriviez là, vous gariez là, très vite, vous allez ailleurs. Le but, c'était d'aller ailleurs. Et maintenant, la façon dont c'est fait, la façon dont ce sera fait, tout le but, c'est que vous restiez là. C'est pas aller ailleurs. Hein. Et ça, c'est toute la différence entre un espace mielleux et un espace qui ne l'est pas. Et comment peut-on faire pour, dans notre ville, mais aussi dans nos territoires de vie, je sais qu'ici, vous êtes beaucoup à venir aussi de plus petites communes, de villages, de campagnes. Nous, en Suisse, on a tout à fait le même type d'armature de territoire qu'ici, vous l'avez. Moi-même, j'habite dans un petit village, c'est l'île de Banque, qui a 3000 habitants, c'est assez petit. Dans mon village, il y a des chevaux, des vaches, des gens qui sont tout à fait de toutes sortes. Et on a la chance d'avoir à la fois des grands pendulaires comme moi, des tout petits pendulaires qui travaillent à Berne. On est à 20 minutes de Berne. On a aussi les fermiers du coin et on cohabite tous dans une logique assez forte finalement d'urbanité à toutes les échelles, petites, grandes ou moyennes. Qu'on soit un tout petit village, les ingrédients sont toujours les mêmes. Les ingrédients, c'est toujours faire place à tous les publics, depuis vraiment les tout petits enfants jusqu'aux seniors, les plus seniors, hein, et faire cette place-là passe aussi par ce contact avec l'animalité, ce contact avec la nature et de proximité. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la question de la fréquence. Si je ne peux accéder qu'une fois par mois, hein, ben, au total, ça me fera que 12 fois par an. Si par exemple avec votre enfant, vous allez une fois par mois au parc, ou vous allez une fois par mois visiter la ferme, ce sera 12 fois par an, c'est bien. Mais c'est différent si je peux y aller en sortant de l'école ou en sortant du travail tous les jours. Là, on parle de 300 fois par an. Donc là, la possibilité de contact est vraiment exponentiellement plus forte. Donc nous, toute notre bataille, si je peux dire, est de rendre ces espaces mielleux au plus près de vous, pour que vous puissiez vraiment avoir contact tous les jours, on va dire, autant que possible. Donc on a développé dans le premier livre de cette série, La ville relationnelle, hein. J'ai d'autres livres qui parlent d'autres sujets, mais ce premier livre que Madame Isabelle tient dans les mains, La ville relationnelle, vous le trouverez sans doute. J'ai vu que vous avez une bonne librairie, je trouve d'ailleurs bon signe de santé économique quand vous arrivez à avoir encore une librairie dans votre rue centrale. C'est plutôt rare. Hein. De nos jours, les librairies ferment les unes derrière les autres. Et donc, je salue le fait d'avoir vu encore une librairie dans cette rue centrale. Ça montre qu'il y a une certaine diversité de commerces, avec des commerces encore spécialisés qui sont là. Et c'est tout à votre honneur. Je suis pour que vous alliez. C'est pas pour acheter mon livre. Moi-même, quand je vais dans une librairie, j'achète des tas de livres. C'est parce que c'est bien de les soutenir pour qu'ils puissent continuer à animer nos villes. Donc évidemment, dans la toute première ville, c'est qu'on a tous en tête cette figure, la ville de la rencontre. Nous, quand on a commencé à écrire ce livre, c'était la période du Covid et on s'est dit que c'était quand même étonnant de voir que à la sortie du premier confinement, les choses repartaient, les transports repartaient, le travail repartait, mais la ville ne repartait pas, on n'y arrivait pas. Et pourquoi on n'y arrivait pas? On n'y arrivait pas parce qu'il y avait des choses qui étaient essentielles qui restaient fermées. Notamment la culture, notamment les restaurants, notamment toutes les choses qui étaient faites pour qu'on se rencontre, en fait. Hein. Et donc, du coup, ça nous a fait beaucoup réfléchir, ok, et si on n'a pas cette ville de la rencontre classique, si on n'a pas les commerces, si on n'a pas les restos, si on n'a pas les terrasses, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Quelles autres façons on peut avoir pour se rencontrer? C'est pour ça qu'on a développé les autres 6 figures de ville. Donc, la ville du dehors est une figure que d'ailleurs on a beaucoup mobilisée pendant cette période parce que c'était plus facile, on pouvait plus facilement aller dehors. Dans d'autres cas, vous avez eu, spécialement en France, beaucoup de fermetures, de parcs, de fermetures. Nous en Suisse, c'était plutôt l'inverse. On laissait beaucoup les gens aller dehors parce que c'était l'endroit où on pouvait finalement le faire
sans trop de danger. Je montre exprès cette photo de Lucerne qui n'a pas un arbre en vue. C'est intéressant de voir que c'est très artificialisé comme environnement. Mais ce que j'attire votre attention sur cette photo, c'est de voir que le contact avec l'eau est rendu possible. Les gens ont le pied dans l'eau, voyez? Et bien que ce soit très artificiel comme environnement, on a laissé cette possibilité, on a laissé cette liberté de pouvoir venir au plus près toucher l'eau. Avec évidemment tout ce qu'il faut comme barrière, parce qu'on est quand même dans un barrage droit derrière, évidemment vous ne voulez pas tomber dans l'eau. Mais c'est super magique de voir cet endroit qui a vivre et qui a vraiment énormément de succès. Il y a toujours des gens qui sont dans ces secteurs. Lucerne a beaucoup de ponts et beaucoup d'endroits comme ça où on peut accéder à l'eau un peu partout. Alors, je dis accéder à l'eau, mais évidemment, ça peut être accéder au verre, accéder à la nature au sens large, accéder à l'animalité. C'est égal, finalement, à l'expression naturelle que vous choisissez. Ce qui est important, c'est cette idée d'être dans la ville du dehors. La ville, troisième figure, pour nous est très importante, c'est la question de la ville amie de toutes les générations. Et c'est particulièrement important de parler de cette ville aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes à un siècle, le 21e siècle, là je parle en tant qu'anthropologue, qui est quand même un siècle assez phénoménal du fait que nous sommes le premier siècle dans l'histoire de toute l'humanité. L'humanité est quand même déjà assez, déjà 400 000 ans, on peut prouver qu'on existe. Et ben c'est le premier siècle où nous sommes tous sur Terre en même temps. Je veux dire par là que jusqu'en 1910, généralement, vous étiez mort assez vite. Vos enfants aussi, d'ailleurs, mouraient très vite, mouraient souvent avant l'âge de 5 ans. Ceux qui survivaient plus ou moins, puis avaient plus ou moins d'enfants. Mais généralement, vous ne connaissiez pas vos grands-enfants, ou vos petits-enfants, ou vos grands-parents. C'était assez rare que vous puissiez connaître les générations précédentes. D'ailleurs, en 1910, la moyenne d'âge était de 42 ans. C'est pour ça qu'à l'époque, il n'y avait pas de divorce. Aujourd'hui, le divorce, c'est 42 ans et 10 mois. À l'époque, vous étiez mort. Vous n'avez pas ce problème. C'est pratique d'une certaine façon, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, évidemment, vous devez vous poser la question. Vous arrivez à 42 ans, vous allez vivre encore 42 ans. Je veux dire, il faut y réfléchir à deux fois si vous voulez rester avec une personne, vous voulez partir à quelqu'un d'autre. Pour vous dire à quel point nous avons changé de monde entre le monde de 1910 et le monde de 2010. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est le corollaire de ça, c'est que, en fait, vous ne mourrez pas si vite que ça. Vous restez en vie. C'est ceux qui se rappellent du prince Charles, enfin devenu roi Charles maintenant, mais enfin il a déjà des cheveux blancs, parce que sa mère ne mourrait pas, jamais. Elle jouerait toujours, jusqu'à 100 ans, presque. Donc pour le coup, évidemment, c'est difficile de transmettre la couronne. Vous voyez, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué aujourd'hui d'être dans une logique de transmission, parce qu'en fait, vous êtes toujours vivant, vos enfants aussi, vos petits-enfants aussi, vos arrière-petits-enfants aussi, tout le monde est vivant en même temps. C'est incroyable, je veux dire. Et sincèrement, ça, c'est un phénomène. Nous sommes le premier siècle qui vit ça. Et alors, c'est pour ça que c'est si important, ces questions de justice intergénérationnelle dont on parle aujourd'hui, ces questions de partage, parce que, en fait, si vous y réfléchissez bien, les personnes qui vont être vivantes en 2100, on parle toujours des générations futures, 2100, il faut qu'on pense à ces générations. Mais réfléchissez au fait qu'ils sont déjà nés. C'est des enfants qui sont nés en 2020, là. Pendant le Covid, on a savez qu'il y a eu un mini-vélo. Il paraît que ça c'est vite arrêté. Maintenant, on est nouveau calme plat, voire même en descente, chute vertigineuse. Vous a rappelé votre président il n'y a pas longtemps. Mais je crois que la question, elle est que, de fait, si vous êtes né en 2020, vous aurez 80 ans en 2100. Vous êtes déjà né, vous êtes en train de marcher. Donc ce monde qu'on laisse en héritage, c'est à ces enfants qui sont déjà là. Et je suis contente d'apprendre que vous allez appeler Square des droits de l'enfant
ce square que vous allez inaugurer le 30 novembre, parce que c'est vraiment donner de la place à ces générations futures qui sont en fait déjà là, qui sont en fait déjà là. La quatrième ville, c'est la ville du fer et du tiers solidaire. Alors c'est quoi cette ville? Ce titre est un titre donné par mon coéquipier en écriture, Pascal de Boré-Corbier, qui est quelqu'un de la culture. Forcément, il a inventé un titre un peu flamboyant pour qu'on discute de cette idée, qui est celle de comment peut-on être solidaire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est évidemment la ville de l'économie sociale et solidaire, c'est la vie associative, c'est tout ce que vous faites, qui n'est pas finalement dicté par l'État ou par la collectivité. C'est toutes les choses qu'on fait depuis le bas, si je peux dire, toutes les choses informelles, toutes les choses qu'on fait quand on se met un peu à plusieurs et qui émergent de façon plus ou moins spontanée dans des endroits qui sont plus ou moins en friche. Mais on en discutait avec votre directeur de la culture avant sur le fait qu'ici, ce n'était pas forcément des friches industrielles classiques. Hein. Vous pouvez avoir, comme j'ai cru comprendre ici, le siège du Crédit Foncier qui était une friche, si je peux dire, un peu chic, si je comprends bien, en tout cas un endroit avec plein de... Eh bien, c'est pas grave, c'est pas parce que vous n'avez pas une friche qu'on peut taguer, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on peut redonner une nouvelle vie à ces endroits et comment on peut les faire vivre avec d'autres types de publics et surtout comment on peut s'ouvrir à ce qu'il y ait, me racontait-il, des enfants le matin, des seniors en université populaire ouverte le soir, des personnes qui sont là le week-end, le soir. Ça, c'est faire vivre finalement nos institutions, nos anciennes institutions, nos murs, nos vieux murs, quels qu'ils soient chics ou qu'ils soient vieux, on va dire. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on puisse faire vivre en contemporain si la faire vivre dans les germes de ce qu'elle pourra être dans le futur. Parce que souvent, c'est dans cette ville de la jachère, dans cette ville qui n'est pas complètement décidée, que va pouvoir émerger la nouvelle ville. Vous voyez ce que je veux dire? La cinquième figure de ville, c'est ce qu'on a appelé la ville de la surprise. Ça, c'est la ville vraiment de la culture. C'est la ville où on met en place des choses qui ressortent de l'ordinaire, on va travailler des artistes, on va travailler avec des gens de la culture, on va travailler avec des personnes dont le métier c'est de faire rêver à d'autres types de villes, d'autres types de futurs. C'est des personnes qui vont beaucoup nous pousser pour vivre différemment. Et c'est en effet une figure de ville qui est assez importante et que je crois comprendre qu'ici vous développez dans des lieux comme le 40, je crois que vous le faites à certains moments aussi festifs. Et c'est une ville vraiment importante, elle est conviviale, elle est joyeuse, mais surtout, elle fait changer nos imaginaires. Et enfin, les deux dernières figures de ville, la ville comestible, j'y tiens beaucoup. Ici, un exemple de Nantes, que vous connaissez peut-être, si vous allez un peu au centre-ville de Nantes, c'est entre le CHU, les universités, et les rues commerçantes du centre-ville. C'était précédemment un parking. Il y a encore un bout qui reste de l'ordre du parking. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un espace intéressant parce que Nantes a une politique assez forte de ville comestible. Justement, ils travaillent beaucoup avec le service des espaces verts pour rendre d'ailleurs leurs parcs et leurs autres espaces verts plus plantés avec des espèces qui soient des vergers, des haies, des choses comestibles que les gens peuvent cueillir. Ou alors aussi, ils font une production expressément qui par la suite est redistribuée en ville auprès des associations, auprès des gens qui en ont besoin. Donc dans un circuit court qui est imaginé de façon à ce que les parcs de la ville ne soient pas là que pour l'ornement, ne soient pas là que pour être jolis, mais puissent réellement contribuer à un peu plus d'autonomie alimentaire, évidemment dans des marges qui restent petites, mais c'est un geste aussi qui sensibilise la population à la question et qui aide à faire porter l'idée que les espaces verts doivent aussi avoir cette fonction peut-être un peu plus utile, ce lien fort avec la nourriture que vous évoquiez précédemment. Et l'album que vous allez faire ici participe aussi de cette nouvelle figure de ville. Je dis nouvelle parce que c'est une figure de ville qui est encore un peu émergente, contrairement aux autres qui sont déjà bien établis.
Celle-ci, on sent que c'est quelque chose qui est en montée dans la plupart des territoires. Je pense à Épinal, par exemple, où ils ont mis en place des cantines solidaires, avec aussi des circuits courts, et tout est prévu pour que les enfants aujourd'hui puissent manger avec que des produits locaux dans leur cantine. C'est un exemple intéressant de ce type d'initiative. Et enfin, mais pas pour autant moins important, je dirais même peut-être que c'est plus important, c'est la question de la ville de la nuit et de la ville du temps libre. C'est souvent une politique qu'on oublie, qu'on occulte, hein, cette question de la ville du temps libre. Or, pourtant, c'est souvent là que nous avons, nous, le plus de liberté, le plus de marge de manœuvre pour changer un peu nos comportements, pour changer un peu nos choix de vie. Hein, c'est pas quand on est pressé à 8h du matin pour aller au bureau qu'il faut déposer les enfants à la crèche et qu'il faut encore faire je ne sais combien de trucs avant de pouvoir rentrer en réunion. C'est pas là que vous allez dire aux gens mais essayez la trottinette, ou prenez plutôt le bus, ou essayez de lâcher leur voiture. Non, quoi, je suis stressé là, j'ai déjà assez de choses à faire. C'est la vie, on peut comprendre. C'est plutôt quand vous êtes peut-être le soir, c'est un vendredi soir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est les fêtes de Noël, vous allez assister aux festivités. Ou bien peut-être c'est une inauguration, le 30 novembre, vous allez arriver là, vous avez un peu plus de temps. Et là, on peut choisir de faire autrement. Mais vous remarquerez que c'est souvent la nuit qu'on ne nous laisse pas beaucoup faire autrement. Moi-même, c'est malheureux, comme j'avais un TGV à prendre, ce TGV il n'existe pas le soir. Je donne un exemple de haut niveau, mais vous pourriez être dans la même situation, surtout dans des villes petites et moyennes, où on a ce problème, que ce soit en lien avec les transports publics, que ce soit en lien avec l'éclairage, par exemple des pistes cyclables, des trames vertes fonctionnent très bien la journée, mais le soir c'est une autre histoire. La question de traverser des parcs, nous en Suisse on a une bonne façon de faire qui fait qu'on peut traverser des parcs à tout moment, le jour, le soir, mais je sais qu'en France souvent ils sont même fermés, donc pour le coup, quid de la perméabilité, hein, alors qu'il y a des villes comme Londres, au contraire, qui ont vraiment, y compris mis dans leur ticket de métro, la possibilité de traverser le parc, ça fait partie du trajet, parce qu'ils voulaient tellement pouvoir avoir la possibilité de faire en sorte que les gens marchent plus, qu'ils n'engouffrent pas le métro avec plein de trajets courts que les gens pourraient faire simplement en marchant. C'est même plus rapide de traverser le parc plutôt que de rester en souterrain. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui nous avons une situation un peu paradoxale qui est que, en France particulièrement, je dis ça parce qu'il y a d'autres pays où c'est pas cette politique-là qui est menée, en France les politiques de mobilité sont beaucoup menées pour le travail, pour l'école, pour l'hôpital, on va dire, les choses dites de l'ordre de l'obligatoire, donc ça c'est relativement bien géré, la semaine, le matin, et tout ce qui nous fait plaisir, vraiment tout ce qui nous fait plaisir, aller à un dîner avec des amis, sortir en famille le soir, aller au cinéma, faire un week-end où vous allez en forêt, où vous baladez à la campagne, toutes ces choses qui nous font plaisir, ça c'est des choses qui restent généralement encore beaucoup du domaine de la voiture, et de la voiture seulement. Et ça c'est quelque chose qui nous attache par notre plaisir, vous voyez ce que je veux dire, à un mode de transport qui est le seul à assouvir ces désirs-là. Et ce serait intéressant qu'on puisse faire autrement. Et pour faire autrement, il faut qu'on puisse expérimenter autrement. Alors, qui c'est qui peut être touché le premier, à qui il faut qu'on s'adresse en premier? Aujourd'hui, vu les questions d'adaptation, vu les questions de résilience, c'est assez important qu'on touche d'abord les publics les plus sensibles. Et ça touche, comme je vous disais avant, toutes les phases de la vie. Donc ça commence avec les bébés, quand on est tout bébé. C'est même dans le ventre de la mère, on va dire. Hein, les femmes enceintes sont parmi les personnes les plus sensibles à la chaleur. Hein. Vous savez que par exemple la chaleur augmente beaucoup le risque de préclampsie, qui est vraiment une condition grave. On a une grossesse, donc pour le coup c'est important qu'on puisse, notamment pour des femmes qui vont accoucher dans les périodes estivales, c'est assez important qu'on puisse faire en sorte qu'elles puissent être plutôt dans des lieux frais le plus possible, y compris dans des espaces publics frais. On a évidemment les bébés,
tout petit. Un nouveau-né n'a pas la capacité de pouvoir s'hydrater de la même façon qu'un adulte, etc. La question des enfants, évidemment, ça n'aura échappé à personne que nos écoles ne sont pas du tout adaptées à ces conditions climatiques extrêmes et qu'on a maintenant des situations où bientôt il va falloir qu'on renvoie les gamins parce qu'ils ne peuvent juste pas rester dans des bâtiments aussi chauds. Et donc, du coup, la question des cours Oasis, je sais que vous êtes en train d'essayer d'y travailler avec toutes les difficultés que ça peut poser, hein, que les gens s'y habituent, qu'en effet, les enfants vont pouvoir être les pieds dans la boue, oui, c'est un peu sale. Et en même temps, c'est tellement important, non seulement pour qu'ils aient ce contact avec la terre, mais pour qu'ils soient tout simplement plus au frais. Et ça se transmet aussi à des situations de handicap. J'accompagne par exemple en ce moment Bordeaux sur les réflexions métropole rafraîchissantes, et l'un des grands enjeux qu'on a, c'est comment pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées, on peut, je dirais, faire en sorte qu'on ait beaucoup d'espaces de proximité qui soient vraiment à 300 mètres, à 500 mètres, proches du domicile ou proches des EHPAD ou proches, disons, d'endroits où les gens n'ont pas à faire un effort démentiel pour pouvoir y accéder, parce qu'on sait que c'est aussi un droit et que quand vous êtes handicapé, vous êtes encore plus assigné à résidence, et donc c'est encore plus important d'avoir de la fraîcheur de proximité autour de vous. Donc clairement, on voit que tous ces publics ont besoin, clairement, de fraîcheur, et c'est important de pouvoir le donner, et nous tous, d'une façon ou d'une autre, que ce soit nous-mêmes, ou que ce soit des proches que nous avons, que ce soit des enfants, ou que ce soit des personnes plus âgées dans notre entourage, tombons dans ces catégories-là. Nous sommes nous-mêmes fragiles, et j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais c'est évident que nous tous, je dis ça en tant que personne qui a vécu, comme beaucoup de gens en 2021, j'étais victime d'une inondation majeure en Suisse, en même temps en Allemagne, en Belgique, on avait ces situations, j'ai dû évacuer ma maison, on a dans ce type de situation, on a de l'eau qui rentre chez soi, on a cave, tout est inondé. De même, Genève, l'année dernière, était 2 mois entiers en canicule. Genève, hein, je veux dire, c'est pas comme si on était au Maroc, quoi. Et ça, je pense que c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on aura des vagues de plus en plus fortes, avec des événements de plus en plus extrêmes, et que donc on est tous à risque, mais qu'au-delà de nous, nos proches, les uns et les autres, sont aussi à risque. Et donc, c'est important qu'on puisse faire autrement. Donc, pour le coup, les comportements à privilégier là-dessus, c'est vraiment les plus fréquents. Qu'est-ce qui est le plus fréquent? Le plus fréquent, c'est premier pas en dehors de chez soi. C'est la chose à laquelle il est important de veiller. Ici, un exemple de Zurich, avec une des coopératives de Zurich, qui s'appelle Mehrheitswohnen, plus que simplement habiter. Cette coopérative a pour leitmotiv, dès que c'est la belle saison, d'ouvrir sur les places qui donnent sur les immeubles. Les immeubles donnent sur ces places et ils ont mis en place des tas d'animations et des tas de façons de faire vivre leurs espaces publics vraiment de proximité. La première peau, la deuxième peau des immeubles est immédiatement occupée pour que les gens tout de suite en bas de chez eux puissent commencer à faire des choses ensemble et puissent commencer à profiter. Et c'est pas toute l'année non plus, mais à la belle saison, c'est vraiment là, dès les premiers beaux jours, jusqu'au mois d'octobre. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui fait que les liens dans ce quartier, l'initiative vient de la coopérative, mais ça bénéficie en fait le quartier de façon plus globale, d'autant que ce quartier bénéficie d'une voie verte qui le traverse, et du coup c'est des gens aussi qui viennent de plus loin qui peuvent en profiter, et ça je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose à privilégier. Je pourrais citer les ruelles vertes de Montréal aussi qui vont dans ce même esprit. Les ruelles vertes sont des toutes petites ruelles qui sont à la base entre quelques immeubles, mais qui existent un peu partout dans plein de quartiers différents de Montréal, et c'est toujours lancé à l'initiative des citoyens. L'idée c'est qu'on va désasphalter un peu, on va verduriser un peu, on va installer quelques tables, on va faire des choses conviviales entre voisins. Et aujourd'hui, on a déjà plus de 500 ruelles vertes dans tout Montréal, et vraiment tous les Montréalais aujourd'hui
on profite finalement, moi-même la dernière fois que j'étais à Montréal, j'ai pu profiter d'une de ces petites fêtes spontanées qui était en train de se passer dans une de ces ruelles. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 apprécié et qui est hautement spontané, c'est vraiment à la demande des habitants. La ville va, désasphalte un peu, aide au décroutage, plante, quelques plantes, et après les habitants entretiennent, font, animent. Ça, c'est plus eux qui vont continuer à faire cette maintenance dans le temps. Troisième action de proximité qu'on peut mener, c'est vraiment, ça a l'air de rien comme ça, mais vous savez qu'aujourd'hui, 60% des Françaises et des Français, ça varie un peu, je crois qu'en ce moment, c'est les femmes qui bougent un peu moins que les hommes, les enfants bougent moins que tout le monde, comme je l'ai dit précédemment, et si vous avez un ado, alors c'est pire que tout. Qui c'est qu'un ado dans la salle? Je pense que vous avez vu comme moi qui ne bouge pas beaucoup, c'est vraiment des couch potatoes. Et donc, la question c'est, il y a vraiment une chute, non, mais elle se voit statistiquement, hein. Je veux dire que les filles des 16 ans et les garçons des 18 ans cessent de faire du sport, font d'autres choses, soi-disant à cause des... C'est tout où ça finit, hein. Ils sont accrochés à leurs écrans, enfin bon, je passe. Mais la question c'est que du coup, on a un vrai souci lié au fait qu'on n'atteint pas la fameuse demi-heure par qu'on est censé faire pour être minimum actif. Notre corps devrait être actif. Je rappelle que nos ancêtres, du temps marchaient quand même en moyenne 15 km, 20 km par jour, donc quand même 3-4 heures par jour de jogging léger, hein. Mammouth. Évidemment, là, on n'y est plus du tout, là. Je veux dire, notre mammouth, c'est Leclerc, ou Carrefour, c'est rien du tout. Et puis, non seulement ça, mais après, de toute façon, c'est juste être fou, hein. Bref. Mais tout ça pour vous dire que, déjà qu'on ne fait aucun effort pour arriver à notre dîner, au moins, faisons le petit effort de la petite balade nocturne après le dîner. Alors, pourquoi on parle? Parce que, mine de rien, les gens font un quart d'heure, 20 minutes, ça ils y arrivent. Mais ils n'arrivent pas les dernières 10 minutes. Et la bonne façon, la simple façon de le faire serait de simplement vous convaincre à refaire ces petites minutes après le dîner. Ce serait vraiment pas difficile. Parce que là, pour le coup, vous avez le temps. Évidemment, vous êtes sur Netflix, mais vous pourriez avoir le temps. Et donc, tout ça pour dire que, ici, l'exemple bordelais de l'écoquartier Bordeaux-Ginko, où j'ai fait une étude pour les gens de Bouygues et de Panera, qui étaient à la tête de comment ils ont fait ce quartier, avec justement des fontaines sèches. Je sais que vous en aurez aussi ici sur la place. Et alors, ce qui est intéressant, et que vous voyez d'ailleurs sur cette photo, c'est que la petite là, elle est déjà en pyjama, hein, avec des bottines de pluie quand même, parce que comme elle va passer dans la fontaine, bon, ça, les parents rêvent un peu s'ils pensent que le pyjama va rester pas mouillé. Mais bref, l'idée c'est que on a cette possibilité de descendre en bas de chez soi et de faire ces petites 10 minutes, ces petits quarts d'heure de plus, juste après le dîner. Et les gamins luttent, de haute lutte, disent « Ouais, je vais aller à la fontaine, absolument, machin ». Et puis les parents viennent, disent « Non mais juste un tour, maman, juste un tour, parce qu'il faut pas être couché maintenant ». Et puis on est dans cette possibilité. Pourquoi? Parce que c'est en bas de chez soi, c'est facile d'accès, c'est dans notre quartier. Et ça, c'est la chose aussi que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que quand on a la possibilité, quand c'est aisé, quand c'est facile, quand c'est là, ben on va le faire. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Avec ce vivant hyper voisin, on va vraiment faire ce lien. Ici, cette place de jeu se trouve à Lausanne, à la sortie du métro. Il y a le métro ici, dans cette, je prends la photo en sortant du tunnel du métro, je tombe là-dessus. Je tombe sur cette place de jeu qui sert à la fois aux gens qui habitent dans ces quartiers que vous voyez là au bout, il y a quelques immeubles, il y a en fait tout un quartier assez important, et puis les gens qui sortent du métro finalement. Donc pour le coup, quand vous venez dans cette région, qui s'appelle d'ailleurs Vallée de la Jeunesse, donne aussi accès au lac, et c'est un endroit qui est déjà en première couronne, presque deuxième couronne, déjà assez loin du centre-ville, mais dans lequel vous avez encore ce vivant de proximité très fort. Et je salue les efforts qui sont faits ici, aussi dans les démarches de vos quartiers, en lien avec la politique de la ville, en rue ou autre. Je sais que vous êtes aussi en train de faire en sorte de créer des nouveaux
espace public de proximité. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer ce jeu et plus largement cette capacité à pouvoir rentrer en lien avec cette nature. Je l'ai déjà dit, donc je passe. Peut-être un détail qui est intéressant, ça c'est Place de la Nation, vous connaissez sans doute à Paris. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet, et à l'époque j'avais dit à Anne Hidalgo, vous savez ce qui est important, c'est que chaque euro investi, il amène des gens, il touche des gens. Parce que très souvent, on dépense de l'argent pour des choses qui sont très défensives, anti-voiture, anti-stationnement ou autre, et ça n'amène pas de valeur ajoutée pour les gens. Et c'est intéressant de pouvoir travailler plutôt sur quelles sont les choses qui vont vraiment amener de la valeur pour les gens. La question de la fontaine, la question de l'ombrage, la question de la nourriture, toutes ces questions-là amènent une valeur positive pour les gens. Ce n'est pas une valeur défensive contre quelques-uns, c'est une valeur positive pour tout le monde. Donc travailler plutôt sur les désirs plutôt que sur les contraintes, ça me semble une possibilité intéressante. Et ici, particulièrement dans cet exemple, ce qui nous avait beaucoup interpellés, c'est qu'on avait fait une très grande concertation. Pendant des mois, avec tout le monde, était ressortie l'idée que cette place était inaccessible, trop minérale, beaucoup trop de voies de fait. Et j'ai personnellement contribué à ce qu'on divise par moitié. Donc on avait ici 6 voies de circulation, on en a plus que 3 aujourd'hui, donc on a gagné 14 mètres de largeur sur quelque chose qui était intraversable, mais qui avait plus d'une minute pour traverser, pour arriver au centre de la place. On a chronométré, c'était la croix et la bannière. Il y avait des gens de ce quartier qui nous disaient, moi ça fait 30 ans que j'habite ici, je n'ai jamais mis les pieds sur le centre de la place, je n'ai jamais vu la statue de près. C'était des personnes âgées qui nous avaient dit ça nous avait beaucoup étonnés. Et donc on a beaucoup fait d'efforts pour que ce soit plus perméable, qu'on puisse plus traverser. Mais alors ce qui était intéressant, c'est qu'au mois d'avril, au moment où on a posé les premiers GBA, vous savez, c'est ces espèces de gros blocs qui empêchent du coup les voitures de passer, c'était un samedi. Et on a placé ça en attendant de venir faire les premiers coups de pioche pour pouvoir ouvrir, commencer à faire le parc, commencer à désimperméabiliser. Mais ce qu'on a vu naître pendant ce week-end, et que personne ne nous avait demandé parce qu'ils n'avaient pas en tête que c'était important pour eux, c'est l'idée que quand on a de l'asphalte libre, comme c'était le cas ici, ça permettait tout d'un coup plein d'usages que les gens ne peuvent pas faire quand il y a des voitures dessus. Donc ici, par exemple, il s'est passé que tout d'un coup, on avait plein de parents qui venaient se balader avec leurs poussettes. On avait des gens qui apprenaient à faire du patin, du roller. On avait des enfants qui viennent là, vous voyez, faire la draisienne. Et les Parisiens nous ont dit, c'est un endroit où on peut utiliser la rue de manière safe pour pouvoir en fait apprendre à faire du vélo, ou pour pouvoir faire des choses qu'on n'avait nous-mêmes pas idée qu'on voulait faire. Et donc c'est juste pour vous dire aussi que, et Dieu sait si moi je suis quelqu'un qui suis en faveur de désasphalter constamment, mais de temps en temps, ça peut être intéressant d'avoir des petits bouts d'asphalte qu'on peut garder encore dans leur jus, si je peux dire, encore pendant un moment, de façon transitoire, pour qu'on donne finalement ces appropriations nouvelles, faire en sorte simplement que les gens créent aussi un nouvel imaginaire avec l'asphalte. L'asphalte, c'est pas que pour rouler, c'est pas que pour des voitures, on peut en faire autre chose, ça peut être pour des humains. Dans la même veine, mais en beaucoup plus grand, vous avez les actions que mène Bogota et d'autres villes d'Amérique latine qui s'appellent ciclovies, parce que c'est un peu un accident de l'histoire, ça n'a rien à voir spécifiquement avec le vélo, mais à Bogota, ils ferment tous les dimanches et tous les jours fériés. Donc c'est pas une fois par année, ils ferment toutes les autoroutes et toutes les grandes routes. Et il y a, sur 8 millions de personnes, chaque week-end, plus de 2 millions de personnes dans la rue, en train de faire des pique-niques, en train de danser, en train de faire du sport, en train d'aller à pied, à vélo, sur des routes, vous voyez. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un capital intéressant de nos kilomètres, si je peux dire, qu'on pourrait utiliser autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, uniquement fonctionnel. Donc, je vais terminer, c'est la
dernière partie de ma présentation sur la question de où agir. Parce qu'on ne peut pas aménager chaque mètre. Vous le savez, ça coûte cher. Cette place a coûté assez cher. C'est possible de le faire parce qu'on a aussi des cofinancements et puis parce que c'est le projet de mandature, mais comme vous l'avez dit, c'est le projet de mandature et donc faisant celui-ci, on peut en faire moins des autres. Et donc la question c'est aussi comment on peut plutôt choisir de faire des choses qui nous permettent d'accélérer le mouvement, qui permettent de transformer la vie plus vite, c'est peut-être pas le terme, mais mieux, de façon plus en parallèle, si vous voulez. Pas toujours être en séquentiel à faire un projet après l'autre, parce que vous aurez compris que si on continue comme ça, en 2300, on y sera encore. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on accélère un peu le mouvement, quoi. Et donc nous, on a maintenant, c'est l'objet de notre deuxième livre qui va sortir au mois de mars, qui s'appelle Les 5 leviers de la vie relationnelle et qui a un but vraiment d'accélération. Et l'idée, c'est qu'il y a des endroits dans la ville que quand on les touche, ça peut vraiment transformer les choses. Et alors, je vais les passer un par un, il y en a 5, donc c'est assez vite fait, bien que les conséquences puissent être très grandes. Le premier levier, c'est les ruisseaux de fraîcheur. Alors, ruisseaux au sens large, c'est l'idée de dire, là, on veut reconquérir les trames importantes, les trames structurantes. Donc, typiquement, on va s'attaquer à des grands boulevards, à des grandes avenues pénétrantes, peut-être à des rocades, si vous en avez. C'est en fait des lieux qui sont un peu plus grands, qui font souvent 1 km à 2 km. Donc, on est plutôt là dans la ville de la demi-heure, si on veut, du quart d'heure plus, 20 minutes. Et l'idée, c'est que, pourquoi c'est nécessaire? Pour 2-3 choses. Souvent, c'est des endroits où on a déjà des arbres d'alignement. Alors, ils sont maigrichons, ils sont dans un état de santé relatif, mais enfin, ça nous donne une première couche. Ce qu'ils ont fait, les Lyonnais, par exemple, sur l'avenue Garibaldi, à Lyon, si vous connaissez, Extrémie, c'était d'ailleurs en passant au souterrain sur certaines parties. On a fermé les trémies, on les a d'ailleurs utilisés pour stocker l'eau et pouvoir arroser du coup en local les plantations qu'on a faites. On a profité des arbres qui étaient déjà là, on en a planté d'autres, on a surtout planté des strates plus basses, comme on dit, si vous êtes paysagiste, vous voyez de quoi je parle, des arbres plus petits ou des arbustes ou même des herbacées, comme on voit ici. Donc du coup ça donne cet effet très foisonnant, très presque jungle urbain, mais du coup beaucoup de fraîcheur. C'est ça qui est intéressant, qui est amené à la fois par la canopée et par ces strates basses qui vous entourent. Et donc, cette action s'est prolongée, au total, je crois que c'est plus de 2 km, peut-être 2 km 4 ou 5, j'ai un peu en tête. Des villes comme Barcelone ont fait ça, donc ici on voit quelques exemples de comment on a un peu travaillé ça. C'est une opération qui est déjà un peu ancienne, donc pour le coup, je pense que si c'était fait aujourd'hui, ce serait encore un peu plus de bitumé, un peu plus désasphalté. Mais on a quand même quelque chose qui est un peu dans le sens. Le parking en silo, on l'a un peu verdurisé. À côté, on voit les gamins qui marchent en bande ludique sur les petits murets. On a en effet cette cohabitation intéressante péton-vélo dans un endroit qui auparavant était très très dur et qui donne un accès facilité à la gare et à différents quartiers. Et c'est surtout cette échelle interquartier que j'aimerais mettre dans votre esprit comme étant importante pour qu'on puisse avancer sur structurant. C'est vraiment l'aspect clé. À Barcelone, évidemment, on essaie de faire ça de manière différente aujourd'hui, en accélérant le pas. Ce qu'on voit dans la projection du slide suivant, du coup, on a vraiment cette réseau à l'échelle vraiment de toute la ville, avec finalement cette idée de toucher 3-4 avenues, 3-4 pénétrantes et 3-4 boulevards transversaux et ensemble ça va faire un réseau assez important. D'ici 2030, j'ai eu l'occasion de visiter l'année dernière au mois de mai, ils étaient encore en plein travaux, ils commençaient à livrer les premières réalisations. Il y a déjà des choses qui avaient été faites en tactique. Moi je vous encourage à aller à Barcelone si ça fait un moment que vous n'êtes pas allé, parce que ça a vraiment totalement transformé cette ville et ça lui a donné vraiment une fraîcheur incroyable qu'elle n'avait pas du tout avant, et notamment la façon dont ça a permis de récupérer les carrefours, de récupérer les places.
c'est vraiment assez extraordinaire. Surtout l'idée, c'est, pour moi, ce que j'aime bien dans ce programme, c'est à quel point il est ambitieux, puis il essaie vraiment de toucher tous les quartiers de la ville, pas uniquement, d'ailleurs pas la ville-centre, hein, on est bien en dehors du centre historique, là on est vraiment dans les quartiers de ville, des quartiers de première couronne, deuxième couronne. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de le voir. Nous-mêmes, j'ai pu accompagner Buenos Aires, par exemple, ici on voit un peu quelques cartes qu'on a pu établir avec nos algorithmes. Donc une des choses qu'on a faites, Buenos Aires a l'avantage d'être une ville qui possède beaucoup de données en libre accès. Donc pour le coup, une des données qu'ils ont en libre accès qui est très très fouillée, c'est la donnée des canopées. Donc on a pu choisir tous les arbres qui ont des arbres plutôt majestueux, qui ont plus de 25 cm de diamètre. Ils ont tellement d'arbres que chez eux, il fallait qu'on tranche un peu dans le vif. Donc on a vraiment choisi les avenues les plus arborées. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de déterminer, notamment quand ces avenues passaient par des coupures. Vous voyez par exemple qu'ici, il y a une grosse autoroute, il y a du rail, il y a des choses qui font que c'est compliqué d'aller d'un quartier à l'autre. Et donc l'idée, c'était qu'on établisse ces itinéraires interquartiers. On a déjà des arbres. Et puis là où on avait des trous, on les a aussi identifiés pour qu'on puisse travailler cette armature et renforcer les plantations dans ces endroits-là où on a des trous dans la raquette. Et pour le coup, ces efforts de composition de cette armature de contact beaucoup plus fort avec le vivant nous a permis de passer un cap plus grand, si vous voulez, plus élevé, de toucher plus de populations. Parce que la génération de projets précédents était une génération qui était plutôt concentrée sur le centre-ville. Et pour le coup, en touchant 1% des rues au centre-ville de façon assez exhaustive, dans une approche j'aménage chaque mètre. Et du coup, ils ont fait des efforts dans la mandature précédente, mais ils se sont justement rendus compte de la difficulté de faire ça. Parce que si on fait ça, on n'en sortira jamais, on n'arrivera jamais à faire toute la ville. Et donc nous, l'approche qu'on a indiquée est plutôt une approche qui cherche à créer des grosses mailles très vertes qui vont vraiment armaturer les interquartiers et les liens entre ces interquartiers. Et du coup, avec à peine plus de rues, 3% de rues au lieu de 1%, là on arrive à toucher quasi la moitié de la ville. Donc on passe de 10% à 45% qui sont dans un rayon d'un quart d'heure entre les différentes armatures qu'on propose. Et c'est là que vous pouvez vraiment commencer à aller reconquérir les couronnes, à aller commencer à faire des choses qui touchent vraiment à tous les quartiers. Donc c'est pour vous dire un peu comment on a procédé. Et la logique était de dire, on va relier tous les parcs entre eux, parce que les gens à Buenos Aires utilisent beaucoup les parcs, c'est vraiment leur lieu de rencontre, c'est vraiment le lieu où ils vont en famille, où ils viennent entre amis, où ils se donnent rendez-vous. Et puis, on a relié toutes les gares entre elles. Buenos Aires a 5 grandes gares, comme Paris, ou même plus que Paris, où rentrent énormément de gens. Tous les jours rentrent 3 millions de personnes qui rentrent à Buenos Aires via les 5 grandes gares. Donc l'idée, c'était qu'on puisse toucher des lieux de mobilité. Ça peut être des parkings, ça peut être des gares. On a aussi relié des centres commerciaux avec ces parcs. Et on a fait ça comme ça pour relier les quartiers entre eux. Vous comprendrez que c'est au-delà des quartiers. Deuxième levier, c'est vraiment le levier de la deuxième peau des parcs. Alors pourquoi c'est important? En quoi ça consiste? Vous avez tous des parcs. Généralement, on a des parcs qu'on a hérités du 19e, à l'époque où on avait des riches, nous en tout cas en Suisse, c'est comme ça, on avait plein de riches qui ont mis dans leur testament, moi, avec ce parc, ça reste un parc. Vous ne pouvez jamais bâtir. D'ailleurs, pour ça qu'on est encore. Heureusement qu'ils ont mis encore le testament. Hein. S'ils n'avaient pas écrit, je pense qu'ils seraient bâtis depuis longtemps. En tout cas, du coup, on en a. Et du coup, la question, c'est plutôt qu'on n'en a plus tellement. Hein. C'est plutôt rare aujourd'hui qu'on fasse des nouveaux parcs. Mais on a un capital existant. Alors là, on a montré l'exemple de Nantes, vous connaissez sans doute, Jardin des Plantes, qui a profité de l'opération de la refonte de la gare pour pouvoir se refaire une beauté sur ce parvis, du coup, où on a extradé, si je peux dire, on a mis dehors une partie du jardin pour pouvoir bénéficier, y compris la nuit, comme je le disais avant, de cette fraîcheur apportée par les arbres. Et je pense que c'est du coup des Nantais de l'avoir fait comme ça. Et quelques images aussi de jour pour qu'on voit à quel point c'est non seulement luxuriant, mais très intéressant parce que c'est vraiment en lien
avec un nœud de mobilité plutôt dur. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la gare de Nantes précédemment. Moi personnellement, je détestais aller à Nantes. D'ailleurs, je refusais parfois les invitations, tellement c'était insupportable d'arriver dans cette gare. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt une bouffée d'air frais, agréable, on va facilement au jardin. C'est vraiment intéressant. Et nous, on a montré pour Nancy, vous voyez ici Nancy à l'écran. Donc ça, c'est le patrimoine des parcs qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont finalement. Hein. La Villas, les parcs qu'elle a, elle ne va pas en inventer mille non plus. Peut-être vous allez en faire un autre à la faveur d'un écoquartier, mais enfin, vous n'allez pas en faire une. Donc la question, c'est plutôt comment on peut agir sur les rues qui sont autour du parc, qui juste à cause du parc, et lui donner une deuxième peau. Donc ça, c'est le concept. Donc si par exemple, vous acceptez en tant qu'élu, en tant que personne qui va discuter avec votre population, quel est notre niveau d'ambition, quel est les désirs qu'on veut. Alors si par exemple vous décidez que vous allez travailler à 5 minutes autour du parc, ça va être la partie jaune que vous voyez là. Si vous voulez travailler à 10 minutes autour du parc, ce qui est la recommandation OMS, hein, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que toute personne doit pouvoir habiter à 10 minutes d'un parc. Et donc, on voit bien qu'on n'y est pas de façon générale. Hein, même les Européens qui ont beaucoup de parcs par capita, si on peut dire, sont quand même pas dans ces chiffres. Et on sait que le fait d'habiter proche d'un parc, même quand on ne l'utilise pas beaucoup, a un impact direct sur votre santé. Ça a été mesuré. Il y a beaucoup d'études qui le montrent dans le monde entier. Donc, pour le coup, c'est assez important. Moi, je recommanderais, si j'étais là avec votre mère, avec vous-même, il y a plusieurs élus dans la salle, de travailler plutôt à 10 minutes. Mais déjà, à 5 minutes, c'est déjà énorme tout ce qu'on peut faire. Et si on travaille à un quart d'heure, comme vous voyez, on couvre pratiquement toute la ville. Donc, avec Bordeaux, on est en train d'étudier vraiment dans le détail. Donc, c'est la même carte, mais au lieu que ce soit des isochrones, là, on est vraiment dans rue par rue. Et donc, les rues jaunes sont les rues qui sont les plus proches à 5 minutes du parc. Les rues brunes sont les rues qui sont à 10 minutes du parc. Et ces rues, on va dire, mauves sont celles qui sont à 15 minutes du parc. On voit très bien dans cette carte les trous dans la raquette, là où vous êtes à plus 15 minutes du parc. Et c'est là que c'est très intéressant. Je sais qu'il y a certains d'entre vous ici qui sont dans des scènes ou qui travaillent dans le privé. C'est très intéressant de travailler avec le privé pour combler des trous dans la raquette, pour arriver avec des opérations mixtes qui soient aussi des opérations de renaturation urbaine qui comportent un certain nombre d'éléments de végétalisation qui n'ont pas forcément besoin d'être super massifs, mais apportent leur touche de verdure dans les endroits déficitaires et qui permettent de faire relais quand vous êtes entre deux parcs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut vraiment le coup pour qu'on arrive à combler ces inégalités entre quartiers et qu'on arrive aussi à délester. Ça, c'est un phénomène nouveau qu'on ne connaissait pas avant, mais qu'à Bordeaux, ils ont déjà, parce que vous avez sans doute entendu parler de Paris à 50 degrés, des réflexions, machin, mais à Bordeaux, ils y sont déjà. Hein. Les 50 degrés, c'est pas pour 2040. Hein. Les 50 degrés, c'était en 2022, lors de la canicule de juin 2022. Donc les 50 degrés, ils les ont déjà eu. Ils savent ce que c'est, ils savent que c'est insupportable et que c'est intenable. C'est pas si loin. Enfin, je ne sais pas si vous comptez déménager à Bordeaux, moi, personnellement. En ce moment, je déménage plutôt en Bretagne, mais c'est pour vous dire à quel point on a une problématique forte liée à la question de ces canicules de plus en plus fortes. Et on voit bien les inégalités entre territoires. Et eux, ils ont déjà ce phénomène sur la rive droite, sur le parc des coteaux, que vous voyez un peu de ce côté-ci pour moi, c'est ce côté-là pour vous. Cette espèce de ligne avec plein de parcs verts qui sont sur les coteaux comme leur nom l'indique. Ils ont déjà aujourd'hui du surménage, si je peux dire. Les parcs sont surfréquentés le week-end, dans les jours de forte chaleur, et donc ils commencent à avoir un problème où il faut qu'ils fassent du délestage pour pas que les gens viennent tous sur ces parcs-là. Donc on commence vraiment à avoir un problème de répartition des populations, et notamment un besoin que les populations les plus mobiles, par exemple les populations plus jeunes, les étudiants, les actifs, ceux qui ont des voitures, puissent finalement aussi aller ailleurs que dans leur quartier pour que des populations moins mobiles, des
personnes âgées, les enfants, les familles avec enfants petits, puissent eux rester plus dans les parcs de proximité. C'est un problème qu'on n'avait pas avant. Hein. Avant, chaque personne allait dans le parc qu'il voulait. Mais c'est clair que dans le futur, on va commencer à avoir des problèmes de ce type où certains parcs sont vraiment sous-fréquentés, d'autres parcs, il y a moins de gens que ce qu'ils pourraient avoir comme capacité d'accueil. Peut-être chez nous, ce n'est pas encore un problème, mais on commence à voir surgir ce type de problématiques. En tout cas, c'est bien de l'anticiper et de pouvoir faire en sorte d'avoir ces parcs relais. Troisième levier qui est vraiment pour moi super important, c'est la question des bandes ludiques. Les bandes ludiques, c'est vraiment la place qu'on donne aux enfants dans la vie. Et l'idée, c'est qu'on sorte de la logique des aires de jeu. Parce que si vous y réfléchissez un peu aux aires de jeu, les aires de jeu peuvent être super, hein, mais il y a des aires de jeu que je trouve fabuleuses. Moi, je travaille beaucoup avec l'équipe de base, par exemple, ce sont des gens qui font des aires de jeu extraordinaires, un peu partout en France, mais les aires de jeu ont deux grands défauts. Le premier, c'est que c'est jamais sur votre chemin. Vous avez remarqué? Ah ben, vos enfants, ils ont envie de remarquer, hein, parce qu'ils vous disent « Papa, maman, je peux jouer ?» Et puis vous vous dites, on n'a pas le temps, là, il faut qu'on aille chercher ton petit frère, il faut qu'on aille chercher ta soeur au piano, il faut qu'on aille faire les courses, on n'a pas le temps. Ça, c'est la réponse classique. Donc, pour le coup, et l'autre chose qui se passe sur les aires de jeu, et sur les parcs d'ailleurs aussi, ça, moi, c'est pour ça que j'ai inventé la deuxième peau des parcs, et c'est pour ça que j'ai inventé les bandes ludiques, c'est parce que, quand on est en train de travailler sur le plan de Paris Marche pour Paris, remarqué qu'en sortant des parcs, les gamins pleuraient beaucoup. Alors là, on s'est dit, quand même, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, on sortait d'un parc, vous étiez en train de jouer, ça se passait bien, et les gamins sortaient, et dès qu'ils sortaient, paf, ils pleuraient. Alors là, on s'est dit, non, il y a quand même Anguille sous roche. Donc du coup, on a commencé à observer ça plus près. On est allé avec le cinéaste, on a posé la caméra, on a dit, il se passe quoi, c'est quoi votre souci? Puis on a commencé à remarquer que de fait, quand les enfants sortaient des parcs, des aires de jeu, ils se retrouvaient dans cette situation où, comme ils avaient pu jouer en liberté pendant un petit moment, ils avaient pris le pli. Pour le coup, ils partaient en courant avec leur trottinette, machin, et puis les parents, oh Georges, oh Pauline, mais arrête-toi, la voiture, ça va pas, confiscation de trottinette, confiscation du gosse, est-ce que je veux dire? La scène, quoi, terrible, stress pour les parents, stress pour les enfants. Tout le monde en train de pleurer, hein. Bon, on n'arrivait plus à filmer, tellement c'était triste. Vous voyez, ça c'est quand même une scène. Et puis du coup, on s'est dit non, là il faut qu'on passe ça autrement, qu'on va créer ces bandes ludiques, on va créer ces deuxièmes pots pour que les gens aient le temps de transitionner vers la ville de la voiture, vers la ville mortifère, il faut le dire, hein, comme vous le savez, hein, c'est pas pour rien, c'est pas parce que les parents sont débiles, c'est parce que dans les fêtes, si vous êtes un enfant et que vous rencontrez une voiture d'un peu trop près, vous êtes sacrément mort, comme vous le savez. Mais même nous, hein, c'est un moment où on va être touché jambes, donc généralement on aura une jambe fracturée, machin, on va avoir quelques mois agréables, on va s'en sortir. Un enfant, il est touché au niveau du cœur, il est touché au niveau des poumons, il est touché au niveau du cerveau, il est mort, ça c'est clair, 100% mort. Donc c'est pas une discussion, c'est pas que les parents ont un problème avec ça, c'est que dans les fêtes, c'est nous qui avons un problème avec ça, parce que nous avons créé des villes qui tuent littéralement ces enfants. C'est quand même bizarre, non? Donc nous, évidemment, en Suisse, on fait beaucoup d'efforts pour qu'on réduise les vitesses, pour qu'on travaille sur ces questions, deuxième pot, zone de rencontre, etc., partout où on a des enfants, mais la question, c'est que les enfants, ça pousse comme des champignons, vraiment partout dans la ville. C'est pas comme si vous pouviez leur dire, reste bien dans ton aire de jeu, dans ta réserve d'Indiens. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Les gosses, ils sont aussi dehors, et ils ont aussi le droit. Les gosses sont des citoyens comme les autres. Hein. Ils ont aussi le droit, ils sont aussi français, ils sont aussi là-bas. Parfois aussi. Hein. Et puis même les ados encore plus. Dans 2 ans, ils vont voter, et puis vous les mettez dans les skateparks, je sais pas où, au bout de la ville. Peut-être que vous faites pas ça ici, mais moi c'est mon expérience partout. Ces skateparks sont toujours paumés, dans des endroits perdus, et dans 2 ans, ils votent. Et puis vous, le côté qui vote, hein, sympathiquement pour la démocratie, pour vivre ensemble, en même temps, vous les avez fourgués au fin fond, quoi. Donc il y a quelque chose
étonnant de ce point de vue-là. Donc, sur les bancs publics, un exemple intéressant qui vient de Copenhague, c'est M. Perkinen. Cet octopus a été proposé par la communauté japonaise, en l'occurrence, dans un quartier où il y a plus de 230 communautés différentes. C'est en fait trois quartiers qui sont ensemble et qui ont bénéficié de cette grande trame verte jardin qu'on peut appeler comme ça sur 2-3 km. Et ici, là où sont ces gosses, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce truc, la culture, toujours eux, quand on y pense, hein, et ben, comme c'est quelque part une œuvre d'art, c'est pas une place de jeu. Donc, pour le coup, ils ont pu justement faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire d'habitude. Donc, des choses où il y a plus de prise de risque, où il y a beaucoup plus de trucs marrants à faire sur cette espèce de sculpture que ce qu'il y a d'habitude. Et puis surtout, comme vous le voyez, complètement ouvert, avec des voitures qui passent de l'autre côté, de ce côté. Moi-même, je prends cette photo, là où moi je prends la photo, il y a des voitures qui sont derrière moi. Donc vous voyez que c'est vraiment très très près, sans aucune barrière, sans aucune logique de séparation, mais plutôt une attention très forte de la part des automobilistes et de la part des enfants aussi, évidemment. Mais les enfants jouent et ils ont, d'une certaine façon, la priorité sur l'espace. On leur donne finalement cette possibilité. Comme c'est un endroit qui est en sortie de quartier, tous les jours les enfants passent par là. Quel que soit le truc qu'ils aillent faire, au supermarché, à la piscine, à l'école, à la poste, c'est égal. Et j'attire votre attention sur le fait que là où il y a des parents, les enfants trottinent derrière. C'est pas comme s'il y avait un monde des enfants et un monde des parents. On est tous ensemble. Donc ça, c'est assez important de s'en rendre compte et de mettre ça vraiment au plus près de nos espaces. Donc voilà quelques exemples de comment ça se passe. C'est un truc qui a 3 parties, 3 séquences, une partie plus verte, avec beaucoup de trucs où on peut faire du sport, où on peut pique-niquer, etc. Une partie qui est plus dite rouge, où il y a beaucoup de possibilités de faire des choses plus asphaltées, parce que c'était une partie plus friche. On a d'ailleurs gardé des bouts de stationnement. Il y a vraiment toute une ville en train de se faire, là, dans cette partie. Et puis, la partie plus noire, entre guillemets, qui a des mouvements de terrain, des collines. Cette partie est très intéressante, parce qu'elle a vraiment un très grand mélange de populations. Et on a des femmes voilées, on a des gens qui ne parlent pas du tout la langue, il y a vraiment, comme je vous disais, des tas de communautés différentes dans ce quartier. Et c'est vraiment la ville inclusive, au sens propre du terme, qui naît ici autour de plusieurs petits dispositifs, tous proposés par les habitants. Ça, c'est intéressant aussi de le savoir. 4e levier, pour moi, le plus important. Je vous dis franchement, vous êtes élus, moi, si j'étais élu, je travaillerais sur une seule chose. Les carrefours. Pourquoi? Le carrefour, là vous avez travaillé sur une place, et c'est bien. Il se trouve que c'est la place d'hôtel de ville, c'est la place centrale. Évidemment, parfois il faut le faire. C'est souvent d'ailleurs des places, ce que j'appellerais le top modèle à la beauté vieillissante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 50 ans que ça n'a pas été refait, ça a besoin d'un petit coup de botox. Du coup, c'est un gros botox, et c'est très bien, et c'est nécessaire. Mais ça reste quand même maquiller le top modèle, au sens que c'est proche du centre, c'est déjà un endroit où les gens vont. Pour moi, le problème, c'est que pendant que vous maquillez le top modèle, ce qui est important, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est que pendant que vous faites ça, hein, parce que vous l'avez trop laissé vieillir et trop botoxé, et pendant ce temps, il y a plein d'édrons qui font la queue là, à l'extérieur, vous pourriez vous en occuper. Mais malheureusement, on ne s'en occupe pas. Parce qu'on ne s'occupe que des 2-3 places centrales. Et c'est très bien, mais c'est pas suffisant par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour le coup, nous, clairement, l'enjeu, il est sur les carrefours. Pourquoi? Parce que les carrefours touchent souvent à 2 quartiers, 3 quartiers, 4 quartiers à la fois, selon le type de carrefour que vous choisissez. Et puis parce que les carrefours, c'est vraiment, peut être des centres de vie vraiment pour le quotidien. Je reviens sur la question de combien de fois par année vous venez dans ce carrefour ou dans cette place. Plus c'est central, moins vous venez, c'est automatique. Hein. Vous avez un zénith, vous avez une salle de musique actuelle, vous avez un stade, n'importe. Hein. Je parle de l'exemple de Saint-Étienne où j'ai pu travailler un moment.
Ben, le Zénith, quand on faisait les enquêtes, les gens me disaient « Oui, je viens, et vous venez combien de fois ?» Ah ben, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 3 ans. Vous voyez, bon, c'est pas mal, hein, je veux dire, je dis pas qu'il ne faut pas avoir de Zénith, mais vous voyez bien que par tête de personnes et le nombre de visites, ça fera peut-être 12 fois dans votre vie, alors que le Carrefour qui est à côté de chez vous, vous allez y passer des centaines de fois par an, quoi. Donc c'est toute la question de comment on investit là-dedans. Donc ils peuvent être bleus. Ici un exemple de Mendrisio. Alors Mendrisio, c'est quand même du côté italien de la Suisse. Hein. Alors là, pour le coup, c'est pas un automobiliste, touche pas à la bagnole, non pas, hein, parce que quand même, hein, on est proche des 2000 ans, on a des bagnoles qui font vroom vroom. Hein. Donc pour le coup, on avait cette situation, on avait un rond-point, rond-point classique, avec une situation pleine de voitures, dans tous les sens. Il y en a cette église de l'autre côté du centre-ville, et puis ce rond-point était, voilà, plein de voitures et pas du tout utilisable pour autre chose. Et ce qu'on a décidé de faire ici, c'est qu'on a décidé de transformer ce rond-point en place à vivre. Et pour le coup, ça donne ça, on a planté un peu, on a mis un peu d'eau, on a mis un peu d'art, donc les 3 ingrédients primaires qu'on peut avoir dans toute ville. On a fait une ligne de désir directe entre l'église et le centre-ville, direct au sens que vous avez la priorité sur le rond-point, c'est vous qui passez, et puis vous passez au milieu de la fontaine, c'est le long, et vous arrivez direct sur les rues commerçantes, au plus grand bonheur des commerçants, du coup, qui étaient très contre le projet au départ, et qui par la suite ont vu que du fait que les gens utilisent massivement ce rond-point, je suis sûr que vous en avez des ronds-points, parce qu'en France, des ronds-points, il n'y a que ça, eh bien, du coup, vous pourriez en faire autre chose, quoi. Hein, juste pour dire, une petite suggestion, pour vous dire que si ça marche tout proche de la frontière italienne, avec tous ces automobilistes, foncièrement automobilistes, ça peut aussi marcher chez nous. Ah, c'est peut-être une question de climat. Hein. Mais pour le coup, ça c'est un exemple qui fonctionne bien du côté des carrefours bleus. Du côté des carrefours, vous montrer un peu le plan de situation, on voit bien que ce rond-point, c'était le laidron qui était au milieu du village, parce que l'église, elle, n'est pas au milieu du village, c'est le laidron qui était au milieu du village. Et pour le coup, en changeant tout ça, ça a vraiment créé un lien entre toutes les parties de cette ville qui est un peu plus petite que vous. Je crois qu'elle est dans les 30 000 habitants, comme c'est souvent le cas de nos villes moyennes en Suisse. Et on peut aussi avoir des carrefours plus verts. Alors ça, je montre le 4 balles, qui est dans ce même esprit, qui est très intéressant aussi. On peut voir... Alors, l'innovation baloise a été de dire, c'est pas les rues qu'on met en zone de rencontre, les rues restent à 30, mais c'est le carrefour qu'on met en zone de rencontre. Donc, quand on arrive au carrefour, ça devient un grand plateau, complètement lisse, complètement désasphalté aussi d'ailleurs, et puis pour le coup, advienne que pourra. Tout le monde doit s'entendre, et puis tout le monde s'entend d'ailleurs, y compris avec les tramways, y compris avec les bus, y compris avec les voitures, y compris avec les vélos, y compris tous ces piétons. Et puis on voit des situations de jour, de nuit, et surtout beaucoup de verdure nouvelle, à la fois plantée et aussi un peu artificielle, mise en lien avec les bistrots, beaucoup plus de terrasses qu'avant. Et puis, comme vous voyez, les gens attendent le bus, prennent le tramway, prennent des verres, et c'est devenu vraiment un lieu de rencontre pour les quartiers. C'est un lieu aussi en sortie de ville, très proche de la gare, des quartiers un peu ingrats, un peu industriels, un peu populaires, qui étaient difficiles, il n'y avait pas beaucoup d'appropriation. Et puis là, pour le coup, on voit d'ailleurs très bonne vitalité commerciale, avec des nouveaux commerces qui se sont installés, qui ont pu ouvrir dans les rues adjacentes, dans le carrefour lui-même. Et puis donc, cet effet positif, cet effet de contagion positif qu'on peut avoir quand on transforme un carrefour routier en place à vivre pour les différents quartiers, donc les 3 ou 4 quartiers qui sont là autour. Donc c'est un exemple que je trouve intéressant, qui marche bien de jour comme de nuit, et de façon très bienveillante, à la fois pour les gens des quartiers et pour des gens de la ville et les usagers de la gare. Donc c'est assez intéressant comme exemple. Comment on détermine ça? Alors je n'ai pas la carte pour Laval parce qu'on a encore jamais travaillé avec vous, du coup j'ai pris un exemple de La Rochelle relativement proche, pour vous
vous montrer un peu comment ça marche. Donc, nous, on fait d'abord une carte qui détermine comment les rues sont liées les unes aux autres, comment elles sont alignées les unes aux autres. Donc ici, par exemple, les parties jaunes, généralement, on s'en occupe pas, parce que ce sont des parties qui marchent plutôt bien, qui sont bien accordées entre elles. Et puis, là où ça devient le bordel, en termes de couleurs, là où vous avez toutes sortes de couleurs qui commencent à se mélanger, là, généralement, c'est aussi le bordel dans la vraie vie. Donc là, pour le coup, on va aller investiguer, et puis on va discuter avec les élus, avec les techniciens, pour essayer de voir est-ce que c'est vraiment là difficile ou pas. Et puis du coup, on commence à trouver les points, les nœuds, et pour le coup, après on identifie ces nœuds. Et on a aussi des typologies de nœuds qui sont plus intéressantes que d'autres. Typiquement, les carrefours en étoile qui ont 5 branches ou 6 branches sont vraiment des lieux où il faut beaucoup travailler. Donc de ce fait-là, j'approuve ce que vous avez fait ici parce que c'est un carrefour en étoile avec beaucoup de rues qui débouchent sur ce carrefour. Donc son pouvoir relais est très important, évidemment. Mais il y a aussi les fourches qui sont des lieux particulièrement intéressants. Les fourches, vous savez, c'est le type de situation où vous avez votre médecin qui est d'un côté et vous prenez la fourche du faux côté. Et au début, c'est pas grave. Si vous vous rendez compte assez vite que vous êtes sur la mauvaise fourche, c'est pas grave. Si vous avez déjà pris le RERD une fois, puis que vous êtes parti dans la fausse direction dans l'autre fourche, vous avez déjà remarqué que là, ça peut devenir très grave. Moi, une fois, j'avais un cours à donner, je suis jamais arrivé. Un autre prof a dû le faire à ma place, parce que j'étais tellement loin dans la cour que c'était foutu, quoi. J'en ai eu pour 2 heures pour rattraper mon erreur. Donc ça, c'est un peu le problème. Plus vous avancez dans la fourche, plus c'est problématique. Raison pour laquelle c'est toujours important d'avoir des cafés aux fourches. Parce que le café, prenez un café, ça vous permet de réfléchir, il est où cet ostéo, il est où ce médecin, voyez, prenez le temps, c'est mieux. Malheureusement, souvent, dans ces fourches, il y a des banques. Alors ça sert à rien. Il faut vraiment faire autrement. Je crois comprendre que vous avez une foncière maintenant départementale, donc parlez-en avec votre foncière pour pouvoir faire un peu du troc de parcelles, pour pouvoir bien maîtriser vos cafés dans les fourches. Et en tout cas, faites en sorte que ce soit efficace des 2 côtés de la fourche. Donc, les fourches, c'est prioritaire pour aménager les espaces publics. Voilà, on pourrait continuer, mais c'est pour vous dire qu'il y a des lieux qui sont plus importants que d'autres, et donc c'est important de faire ce genre de petites cartes pour vous montrer où est-ce qu'il faudrait que vous agissiez après. Mais quand je dis après, c'est demain, hein, c'est pas 2035. Je finis avec un truc intéressant qui est les parkings. Trop souvent, on laisse un peu les parkings de côté. Alors je sais que ce n'est pas le cas chez vous, hein, parce que j'ai vu que vous avez aussi, y compris dans d'autres secteurs, quartiers de vie un peu plus loin, des actions de règlement fort des parkings pour en faire ce que moi j'appelle les parkings prévenants. Et ça consiste en des lieux, ici un exemple montré à l'aile, où dès que vous sortez de votre voiture, vous ne tombez pas sur ces endroits un peu arides, plein de barrières, plus un peu la pisse, j'en passe, hein, mais pour les femmes surtout, c'est souvent désagréable. Les parkings, c'est souvent un peu des coulisses, un peu des lieux fonctionnels qui n'ont pas un attrait intéressant. L'intérêt pour moi je dis souvent, je travaille vraiment pour les automobilistes, pas contre les automobilistes, parce qu'on est tous automobilistes à un moment donné. On a, comme je vous disais au début, ces vies infernales dans lesquelles il faut faire tellement matcher de choses. Et la question, c'est plutôt comment, quand je peux enfin poser cette voiture, eh bien, le premier pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que là, je retrouve la ville? Est-ce que là, je retrouve la vie? Ça, c'est vraiment la question. Et donc, de ce point de vue-là, c'est bien de voir quelques cas. Ici, un cas de Hambourg, par exemple. Vous avez un parking là en dessous de ces escaliers-là. Précédemment, ce parking était sur le fleuve. Il donnait... C'est les bagnoles qui avaient la vue. C'est même un peu con, quoi. Vous n'êtes pas bon. Donc, pour le coup, c'était plus intéressant de faire comme ça. Donc, les voitures sont parquées, garées sous les escaliers. Et puis, vous voyez bien, du coup, on a laissé cette place pour les gens. Et puis, on a même fait tout un couloir pour les piétons, pour les vélos, pour les handicapés, qui tous avancent dans la petite rampe, là. C'est vraiment sympa. La Fun City, c'est au centre-ville. C'est vraiment un bel exemple, je trouve. Un autre exemple de Sion,
Alors Sion, dans le Valais suisse, c'est un peu le même combat que Mendrisio. Eux, ils ne sont pas à la frontière italienne, mais ils sont quand même sur les montagnes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la vallée, eux, à Sion, c'est la capitale, mais dès que vous montez, je connais bien, puisque j'ai un chalet en Valais, hein, et donc on a toujours 700 mètres de dénivelé. Alors là, je peux vous dire, vélo électrique, il est en panne dès la deuxième virage. Carte postale, il met la vallée, il va chercher tous les mecs de toutes les vallées, ce qui est très bien, mais enfin bon. Et puis voilà, donc là tout le monde vous dit, mais non, mais moi avec la bagnole. Donc ici, typiquement, on était dans une situation où on avait des voitures qui étaient garées là, hein, alors qu'il y a un parking souterrain qui est juste à 100 mètres, mais les gens étaient évidemment paresseux d'aller s'installer là. Donc pour le coup, ils ont travaillé un peu tout ça, enlevé ces 20 voitures, ça a pris du temps, mais c'était une demande volontaire de ces commerçants-là et de ces habitants-là, suite à une conversion de la place principale qui était un peu plus loin, qui a mis beaucoup d'années à se réaliser, parce que là, il fallait enlever 70 voitures, donc ça a pris plus de 2 ans que prévu, mais quand ça s'était fait, ceux-là se sont dit « Ah ouais, alors nous, ça marche bien, nous aussi on veut ». Donc du coup, c'est eux qui l'ont demandé, c'était une démarche volontaire, donc ils l'ont fait. Pour le plus grand bonheur du glacier qui est là en face, qui est le gars qui fait le meilleur chiffre d'affaires de tout Sion, ils vendent des glaces à n'en plus finir, parce qu'il y a des tas de gosses et des tas de familles et des tas de personnes qui viennent là, y compris les automobilistes qui viennent du fameux parking souterrain qui est à 100 mètres, qui tous traversent par ici pour aller du coup au centre-ville. Donc c'est pour vous dire que parfois, on a perdu certes 20 places pour se garer, mais on a gagné un espace de convivialité incroyablement utilisé par tout le monde, hein, y compris ceux qui viennent en voiture. Donc c'est ça surtout que j'aimerais souligner. J'ai déjà parlé, donc je ne reparle pas. Je termine sur cette idée importante que dans le futur, mais quand je dis le futur, alors vraiment c'est 2025, 2026, on n'a pas le luxe de pouvoir se dire le futur c'est 2050, même 2030. Le futur c'est déjà maintenant. Le futur c'est dès aujourd'hui. Quelles sont les choses que nous pouvons mettre en place pour que ce lien, les uns aux autres, ce lien à nous-mêmes, ce lien à notre corps, soit plus présent. Ça pour moi c'est la vraie question. Et j'espère avoir pu vous inspirer avec des exemples de plein d'endroits, de villes, petites, grandes, moyennes, pour montrer qu'à chaque échelle, partout où nous on peut agir, et sincèrement, c'est beaucoup moins de stress et beaucoup plus de bonheur pour tout le monde, y compris quand on est automobiliste. Merci. On a peut-être le temps pour 2 questions. 2, je suis désolée, j'ai été un peu lente. Et puis évidemment, on a un verre qui nous attend. Tout ça avant le fameux TGV que je dois encore aller attraper en voiture. Je suis très multimodale. Question. Un truc que vous retenez, qui vous a inspiré. Vous feriez demain, si vous étiez élu. Je ne sais pas si vous êtes élu ou pas. Non. Ouais. Excellent. Il y a une main là-bas. Oui. Non, ce que je constate, c'est que l'amélioration, pour certains, ça peut bénéficier à tous. Ouais. En fait. Et que quand on réclame les aménagements, notamment pour les cyclistes, c'est une bataille dans cette ville, mais ça peut bénéficier aussi aux piétons, et puis ça peut aussi bénéficier aux automobilistes, puisque pour eux, la ville agréable, elle est agréable pour tous. C'est clair. Je pense que la question c'est, vous demandez un aménagement pour les cyclistes pour de la vitesse, ou vous demandez un aménagement pour des cyclistes pour le vivre ensemble. Souvent, la façon dont c'est fait en France, hein, je dis ça parce que d'autres pays ne font pas ça comme ça, c'est qu'on fait des réseaux express vélo, on fait des choses qui sont très dans une logique, on va dire, pendulaire, et donc on retombe dans les mêmes travers qu'on avait déjà pour les automobilistes, qui est qu'on veut aller plus vite, on veut aller au travail, on veut... Et ça ne permet pas l'émergence d'une vraie culture du vélo. Pour moi,
vraie culture du vélo, c'est quand vous avez vraiment la possibilité de rouler avec vos enfants, de rouler en famille, de rouler d'une façon confortable, avec beaucoup d'espace. D'ailleurs, nous, on avait fait une enquête globale sur toute la France qui montrait 3 scénarios. Le scénario dit Tour de France, qui était le express machin. Le scénario dit canopé, qui était vraiment avec beaucoup d'arbres, beaucoup de café, beaucoup d'espace, beaucoup de verdure, très tranquille. Puis un scénario encore plus dit serre froide, qui était vraiment très agréable aussi du point de vue de la température. Et les gens, quelle que soit la ville, on a fait ça dans des petites villes en Bretagne, on a fait ça à Montauban, dans les villes moyennes, Valence, on a fait ça dans les plus grandes capitales comme Rouen ou Nantes. On voyait que partout, on avait les mêmes résultats. Les personnes qui avaient plus de 30 ans votaient massivement pour ces scénarios plus confortables, plus de la culture du vélo, et puis les plus jeunes, et puis les plus speedy, mais aussi plus les hommes votaient pour ce scénario express, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est assez nécessaire d'avoir une attitude de togethering et de respect global d'une vitesse basse, comme le modèle de Ghent, si vous connaissez, en Belgique, où ils ont mis en place des rues vélo qui sont vraiment des rues où vous allez à 20 à l'heure, le vélo va au milieu, vous avez beaucoup de place pour les gens, les voitures peuvent tout à fait circuler, mais plus tranquillement. C'est des façons de faire qui sont peut-être plus compatibles avec tout le monde. Oui. Oui. Dans votre modèle de ville, vous avez une ville loisir à Nissan, mais avez-vous intégré le milieu social, le milieu travail, les gens qui travaillent et qui vivent dans la ville? On n'a pas tellement la cohésion entre le monde travail, qui n'est pas forcément un monde commerce, tertiaire ou autre, et les gens qui vivent véritablement dans le centre-ville. Oui, il y a des expériences intéressantes de ce point de vue-là. Londres, par exemple, a mis en place pendant le Covid des rues entre midi et deux, comme ils ont appelé ça, des rues conviviales qui du coup étaient très équipées entre midi et deux pour que justement les personnes qui travaillent puissent beaucoup utiliser les espaces. Donc là, pour le coup, beaucoup de travailleurs de tertiaire, des bureaux, beaucoup de gens. Après, il y a la question que vous posez aussi, je pense, sous-tendue, c'est la question de tout ce qui est logistique urbaine et toutes les questions des artisans et des personnes qui doivent aussi se déplacer dans la ville. Ça, de toute façon, c'est rarement en soi un souci, parce que c'est peu de personnes dans l'absolu des mouvements. Hein. On peut toujours laisser passer les gens qui ont besoin de laisser passer. Ça, on peut le faire, y compris, il faut dire, les pompiers, les taxis, les personnes qui ont besoin de passer pour des raisons logistiques. La question est plutôt, pour moi, comment vous pouvez faire pour que ce soit au plus près? Et au plus près, en effet, du travail. Nous, on a pas mal travaillé dans des zones de bureaux, beaucoup, tertiaires, et aussi des zones industrielles. En Suisse, on a beaucoup une approche, y compris sur des usines industrielles, du secondaire, hein, j'entends des vraies usines, hein, où vous avez vraiment un public qui est plus difficile, avec du 3-8, avec des horaires plus compliqués, avec des choses parfois à transporter, donc c'est d'autres types d'exigences, on va dire. Et ce qui nous paraît important, c'est qu'on ait toujours ce rapport au vivant. Très clairement, en Suisse, on travaille beaucoup ça. Ces quartiers d'usines sont des quartiers qui sont très travaillés du point de vue paysager, du point de vue de la gestion des eaux, du point de vue de cette nature de proximité, pour que même quand vous travaillez en usine, vous ayez toujours ces accès. Et ça, c'est intéressant, et ça fait aussi des lieux que, pour le coup, la population en général, je reviens à ce que vous étiez en train de dire, peut aussi s'approprier. Traverse beaucoup ces quartiers industriels. C'est pas des choses qui restent à l'écart du reste de la ville, c'est vraiment des lieux qu'on utilise beaucoup, y compris pour les traverser à pied, à vélo. Le dimanche, on se promène dans ces zones industrielles parce qu'elles sont très vertes, et elles ont souvent des ruisseaux qui les traversent. Et pour le coup, c'est des paysages, certes industriels, vous allez avoir tout d'un coup un cône d'usine, un machin, des entrepôts, des trucs bizarres, mais tout ça cohabite assez bien finalement avec la ville productive, la ville en train de se faire. Pour nous, c'est pas un problème que de mélanger les genres, et puis on va beaucoup, disons, faire en sorte que même ces lieux, entre guillemets, un peu plus moches, deviennent en fait des lieux appropriables par tout le monde, y compris au premier chef, évidemment, ceux qui y travaillent tous les jours, qui les utilisent
évidemment eux tous les jours, hein. Mais c'est aussi valable pour les parties du centre ou les, on va dire, couronnes qui ont en effet une répartition importante d'emplois. Évidemment, tout ça revient aussi beaucoup au fait de faire des opérations plus mixtes. Mais ça, c'est un tout autre débat. Il faudrait qu'on se revoie pour une autre soirée. Mais clairement, c'est aussi la question. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un énorme zonage. Mais je voudrais juste finir là-dessus, parce que vous avez tous en tête la mixité, la question du zonage au niveau des activités, travail, logement, etc. Mais pour moi, le plus grand zonage, c'est le fait qu'on a mis nos enfants de côté, on a mis nos seniors de l'autre, et on a mis nos actifs ailleurs. Et ça, c'est pour moi le vrai problème, et il faut qu'on arrive à renouer avec ce qui s'est toujours fait jusqu'au 19e, qui était que toutes les générations, c'est pour ça qu'on a appelé ça la ville amie, toutes les générations doivent pouvoir être au même endroit. Vous avez une question, c'est ma dernière? C'est pour ça que j'adhère complètement, parce que ça va permettre de redonner un petit peu espoir à des êtres humains qui aiment la vie d'une certaine façon, parce qu'on ne se parle plus, on ne se regarde plus, on est comme des fous, et si on peut redonner un sens à la vie, bien ça serait bien. Merci, ce sera le mot de la fin. C'est vrai que si j'étais élu, là aussi, je donnerais une seule chose à mes concitoyens, c'est un quart d'heure de plus pour pouvoir prendre un peu plus de temps le matin, pouvoir amener nos enfants à l'école, pouvoir aller au parc, etc. Vous êtes élu? Vous remercier, Sophia Labadino, vous remercier pour vos questions, votre intérêt, votre attention. Ce regret, c'est que vous puissiez rester avec nous une bonne partie de la nuit, parce que je pense qu'on aurait tellement de sujets, ça a évoqué pour moi tellement de choses, alors c'est pas si j'étais élu, parce que je suis élu, et dans tout ce que vous avez dit, je pourrais en reprendre, et avec mes collègues aussi, de choses qui sont au centre de nos préoccupations, qu'on a peu ou prou déjà, vous l'avez évoqué, déjà largement développé, notamment la question du relationnel, la question de la solidarité, la question de la vie nourricière. Moi, je travaille énormément là-dessus, hein, je suis en montagne d'une ferme urbaine, voilà, toutes ces choses, ces questions que vous avez largement évoquées. Juste, je vous ai déjà remercié, je le refais encore à nouveau, dire que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on n'a plus aujourd'hui la question. Vous évoquez beaucoup la ville de Nantes, que j'ai bien connue, parce que j'ai connu la ville de Nantes dans des temps anciens, dans les années 70, j'étais étudiant et j'ai vu se transformer. Et cette transformation, la ville qui était 8 voies de circulation, hein, dans les photos, si vous l'avez connu, 40 ans. Mais ces 40 ans, on les a vus. On les a vus parce que les conditions de changement climatique, les obligations qui nous sont faites aujourd'hui, de vivre ensemble, vous avez évoqué, la question anthropologique aussi, font qu'on n'a plus. Vous voulez dire que l'avenir pour nous, c'est 2000. Alors je vais quand même dire, en tant qu'élu, l'avenir pour nous, c'est 2026. Merci. Voilà, et ben génial. Un petit moment de familialité du coup, qui sera un peu court pour moi, mais qui sera long pour vous, j'espère. Profitez-en. Merci encore pour votre présence.